je suis d'accord avec lui, mais moi je vais plus loin. Parce que la paix qu'on nous chante au Togo, c'est de la poudre aux yeux. C'est même un peu du foutage de gueule. Pourquoi la paix qu'on nous chante au Togo. Parce que c'est un pays où les partis politiques ne peuvent pas exercer leur droit de manifester librement. Les dernières manifestations que nous avons faites dans ce pays datent, je crois, du 26 janvier 2019, si je ne me trompe. Mais c'est notre liberté. Non, il y a eu quand même des etc. Oui, mais les manifestations, combien on a refusé? Ils ont fait tout pour refuser toutes les manifestations que nous avons voulu organiser. Mais c'est notre droit d'expression. Même des manifestations des syndicats, on fait tout pour qu'il n'ait pas lieu. Même des syndicats qui sont brimés. Des gens qui sont renvoyés de leur travail. On voit que ce n'est pas logique. On fait en sorte que ces gens-là n'aient pas le droit de manifester, ne puissent pas exercer leur droit syndical. Comment est-ce que vous pouvez avoir la paix dans ces conditions? Alors moi, pour le prolonger, je dis une chose, Je dis une chose, et que les Togolais le retiennent aujourd'hui. Que les gens du pouvoir qui parlent de la paix aussi le retiennent aujourd'hui. La paix, ce n'est pas seulement le silence des armes, mais aussi et avant tout le silence des cœurs. Je dois faire retenir ça. Le chef de l'État la paix, ce n'est pas seulement le silence des armes, mais aussi et avant tout le silence des cœurs. La paix n'est pas l'absence de la guerre. Voilà. Le président Faure l'a dit. Et j'ajoute, mais aussi et avant tout le silence des cœurs. C'est ça la paix. C'est ça la paix dans un certain nombre de pays. On ne peut pas être dans un pays où on arrête à tout vent, où on fait une petite manifestation, il y a des morts dans la lagune de Baie, ou dans la ville, c'est des groupes d'autodéfense dits, c'est-à-dire que des milices qui sévissent. Et dans ce pays-là, vous chantez la paix. Mais c'est-à-dire que c'est la politique de l'autruche. Oui, mais comment on peut continuer à évoluer comme ça? Cette rencontre de Lomé, le forum, je voudrais dire, a été également une aubaine pour le Front Touche pas à ma constitution de rencontrer d'éminentes personnalités, avons-nous appris? Oui, nous avons eu la chance de rencontrer le représentant des Nations Unies, du secrétaire général des Nations Unies pour notre sous-région. Et nous avons eu à discuter avec lui le jour même du forum. Le Mozambicain? Voilà, le Mozambicain, Simao. Nous avons eu à discuter avec lui au niveau du système des Nations Unies. Et à partir des discussions avec lui, nous avons compris un certain nombre de choses. Mais nous lui avons dit aussi un certain nombre de choses. Sur votre demande, certainement. Naturellement, nous devions rencontrer le système des Nations Unies et il s'est fait que il était là en ce moment et donc c'était l'occasion qu'il y avait une autorité encore plus élevée qui était là de pouvoir le rencontrer. C'est une coïncidence de calendrier, mais c'était une belle coïncidence. Et nous avons eu la chance de comprendre un certain nombre de choses. Il a été assez ouvert avec nous. Il a même relevé que au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y a plus d'unité. Les problèmes que vous connaissez dans le monde aujourd'hui, c'est parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est plus uni. Mais il y a une grande division béante au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui fait que les directives qui doivent permettre de régler les problèmes dans les pays, c'est devenu difficile. Et qu'à partir de ce moment-là, ils se basent plutôt sur les organisations régionales. Donc, en notre exemple, par exemple, eux sont obligés de se baser sur la CEDEAO. Mais que devient la CEDEAO? Voilà même l'organisation régionale a dit la dernière fois qu'il faudrait que la CEDEAO soit forte, la SADC soit forte, l'Union africaine soit forte, afin que l'Afrique elle-même se prenne en charge pour faire face véritablement efficacement aux menaces à la paix. Tout à fait. L'organisation régionale sur laquelle vous devez vous baser, cette organisation régionale même se détourne des objectifs que vous avez fixés. Parce que et c'est là où il faut comprendre le message d'Obasanjo. En fait, Obasanjo, ce qu'il connaît le mieux, c'est la CEDEAO. Vous savez, il est nigérien. Le rôle que la CEDEAO, le Nigeria a joué dans la CEDEAO. En fait, ce message va directement aussi à l'endroit de la CEDEAO. Quand il dit que c'est la mauvaise pratique électorale et c'est la corruption galopante, il voit dans un certain nombre de pays francophones de la CEDEAO ce qui se passe au niveau des élections. Aujourd'hui, il a travaillé, il y a un comité des sages au niveau des instruments de la CEDEAO qui est dirigé par Goodluck Jonathan. Donc ça, c'est un travail que les Obasanjo aussi ont fait. Et c'est ce comité des sages-là qui a appelé à travailler sur un certain nombre de problèmes, notamment sur les relations entre les pays du Sahel et la CEDEAO. Vous savez qu'il y a une grande division là-bas. Et des gens sont en train de travailler. Des présidents sont nommés pour gérer ce problème. Il y a aussi ce comité des sages-là. Donc, quand Obasanjo, qui a été la cheville de tout ça, il lance ce problème-là, c'est pour savoir aussi que voilà là où se posent les gros problèmes qu'il faut régler et puis on va être à l'aise.
c'est le problème de la mauvaise pratique électorale et de la corruption. Donc c'est un signal qu'il est en train aussi de donner à ce niveau-là. Mais est-ce que tous les pays suivent? Est-ce que la limitation de mandat qui est dans le protocole additionnel de la CEDEAO, est-ce que tous les pays le respectent? Tous les pays anglophones le respectent. Aujourd'hui, à la date où je suis assis devant vous, il n'y a aucun pays anglophone de la zone CEDEAO qui ne respecte pas cette pratique-là. Le Bénin le respecte. Oui, mais non, je dis tous les pays anglophones le respectent. La question que je vais poser, c'est est-ce que tous les pays francophones le respectent? Est-ce que la Côte d'Ivoire le respecte? Est-ce que le Togo le respecte? Voilà un peu les questions que nous devons nous poser. Les discours, voilà ceux à qui. Oui, mais monsieur Kissi, le 8 octobre dernier, le premier gouvernement de la 5e République a été dévoilé après 5 mois de suspense. 27 ministres avec 17. L'équipe gouvernementale, la nouvelle, la première de la 5e République a été dévoilée, je vous le disais, le 8 octobre dernier. Alors, quel a été vous-même quand vous avez appris toutes les grandes personnalités ou les différentes personnalités qui composent cette équipe? C'est-à-dire que en réalité, là où on est, c'est pas la question qui concerne les Togolais. Ça. Et moi, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est une situation de fait qui s'impose à nous. Mais je vais peut-être prendre une autre figure de style pour vous expliquer. Quand dans votre canton, vous avez une chefferie et que vous savez, vous connaissez la famille régnante et vous savez que en fait, on vient de vous nommer un roi avec ses notables et tout, un chef traditionnel avec ses notables et tout. Mais vous savez que ce n'est pas celui-là qui devait être chef. Et on vous demande, comment est-ce que vous trouvez le chef là? Qu'est-ce que vous allez dire en première réponse? Ce n'est pas celui-là qui devait être chef. C'est ce que vous allez dire en première réponse. Parce que la nouvelle constitution dit, celui qui est le président du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est lui qui est le président du conseil, monsieur Kissi. Le Togo n'a pas de nouvelle constitution. En tout cas, les Togolais ne se sentent aucune nouvelle constitution, parce qu'une nouvelle constitution ne peut venir que par le vote du peuple. Surtout que leur même constitution, la deuxième tripatouille qu'ils ont faite en 2019, interdit qu'on change le type de régime à la tête de l'État par voie législative. Ils n'autorisent qu'on fasse un certain nombre de choses par voie législative, mais ils n'autorisent pas qu'on change le type, c'est-à-dire que de la présidente de la République à la présidente du Conseil au Premier ministre, ils n'autorisent pas qu'on le change par voie législative. C'est interdit, c'est-à-dire que ce n'est même pas que ce n'est pas écrit, on va dire que c'est vide, oui, mais c'est écrit que c'est interdit. Les juristes, les grands juristes se sont prononcés sur ce sujet-là, sur tous les médias, même ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Ils n'ont jamais pu rien dire. Dis-moi ce qu'ils ont dit. La constitution, elle est changée. Mais c'est un renversement de régime. On appelle ça un renversement de régime. Dans l'arsenal juridique, on appelle ça un renversement de régime. À partir du moment où la Constitution définit ou interdit qu'un certain nombre de changements ne peut pas être fait par une certaine institution et ne peut être fait que par une autre institution, que vous prenez les armes pour aller le changer, que vous achetez des députés pour aller le changer, c'est un renversement de régime. Donc pour nous, à partir de ce moment-là... Mais telle n'a pas été la lecture faite ou bien les arguments avancés par ceux qui étaient passés sur les médias pour quand même essayer de vanter les mérites de cette... Mais c'est pour ça qu'ils n'ont jamais rien pu dire de bon. Ils n'ont jamais rien pu dire de bon. Est-ce que vous pouvez demander quelle réponse? Non. Non, non, il y a eu un renversement de régime et à partir de ce moment, vous subissez, mais vous ne pouvez pas l'accepter. Jean-Charles, je vous donne un exemple. La constitution de 1992 a été tripatouillée en 2002. Vous vous souvenez, c'est en 2002 qu'ils l'ont changé. Oui. Mais de 2002... Lié au boycott, suite au boycott de 1999. Oui, d'accord, parce que le boycott aussi, c'est parce que il y a la mauvaise pratique électorale que Obasanjo dénonce, c'est ça qui a amené au boycott. Mais laissons, ce n'est pas là le sujet. Ça a été changé en 2002. Mais c'est les mouvements de 2017 qui ont permis qu'ils soient obligés de le changer en 2018 ou en 2019. Alors, ce qu'il faut comprendre, de 2002 à 2017, ça fait 15 ans. Ça veut dire que quand la Constitution a été modifiée et les Togolais ne sont pas d'accord, il leur a fallu 15 ans de lutte pour arriver à obtenir gain de cause. Mais quand celui-ci aussi a été modifié, en violation de la Constitution, mais tous les jours qu'il faut, nous devons continuer à lutter pour qu'on trouve un compromis. Nous ne disons pas que c'est pas une révolution qu'on va l'amener, mais il faut trouver un compromis pour que les Togolais soient d'accord sur une constitution. Sinon, le compromis n'a pas un dialogue. Par des discussions, par un dialogue, mais il faut arriver à un compromis national. Vous savez, nous avons des avantages dans ce pays.
Joachim, le problème de ce pays peut être réglé en une semaine. C'est-à-dire que le Togo devient un pays où tous les fils sont ensemble, où on est, en tout cas sur le principal, c'est le souhait de tous les que sur le principal, on est d'accord. On est en union sur un certain nombre de sujets. Joachim, il faut peut-être une semaine. Pourquoi il faut une semaine? Parce que il suffit que le chef de l'État convoque les acteurs politiques. Et on n'a pas besoin de recréer la roue, et qu'ils leur mettent devant l'accord politique global et le document de la CVJR. Ceux qui l'ont fait ne sont pas aujourd'hui là. Agobo qui a présidé l'accord politique n'est pas là. Et Monseigneur, comment on l'appelle, Baliga qui a présidé la CVJR n'est plus là. Il faut qu'on donne l'accord politique global et les recommandations de la CVJR, qu'on mette sur la table et on dit que inspirez-vous de ça pour régler les problèmes du Togo. En une semaine, ils relèveront des choses dedans et ils vont régler les problèmes du Togo. Tout a été fait. Donc, il y a une assise. Oui, il y a une dame. Entre acteurs politiques et, en tout cas, entre la mouvance et l'opposition. Il y a une dame dans votre studio qui a l'habitude de dire, elle est très critique. Elle critique tout le monde. Même moi, quand je viens ici, elle me critique. Mais elle a l'habitude de dire une chose. Qu'on a signé la PG, elle s'appelle Madame Essi, je ne connais pas son nom. Une certaine Madame Essi. Madame Essi, oui. Et voilà, elle a l'habitude de dire, mais il y a la PG. Mais on ne l'a pas exécuté. Il suffisait de l'exécuter et aujourd'hui on serait dans la paix. Mais on ne l'a pas exécuté. Donc, il faut aujourd'hui, il n'y a que deux petites choses on peut faire et ça règle le problème togolais. Trouver un compromis. Trouver une amnistie générale pour tous les prisonniers. Voilà, pour libérer les prisonniers, arrêter les poursuites et faire revenir les réfugiés. L'amnistie générale veut dire ça. En fait, les gens disent, il faut une amnistie générale et puis il faut libérer. L'amnistie générale même veut dire, c'est-à-dire que son sens, ça veut dire libération des prisonniers politiques, on absout les arrêt des poursuites et retour des réfugiés. C'est ça que veut dire amnistie générale, comparativement à ce qu'on appelle amnistie partielle. Et puis, une assise nationale. Et le problème de ce pays est réglé. J'ai écouté professeur Wolu la dernière fois chez vous. Vous savez, souvent, quand je sors, je rencontre les gens dans la rue, les gens me disent, mais pourquoi vous n'essayez pas de rencontrer le chef de l'État sur tout ce que vous dites, etc. J'ai écouté le professeur Wolu la dernière fois et tout ce qu'il a dit avec les rencontres avec le chef de l'État et les tentatives qu'il a faites. Et je me demande, il arrive des moments quand vous voyez les choses s'empirer, je me demande, est-ce qu'il faut vraiment aller le voir? Il est arrivé des moments, je me demande, est-ce qu'il ne faut pas aller le voir? Est-ce que ceux qui sont autour de lui parlent vraiment de ce qui peut être bien pour lui et pour le pays? Mais je fais le retour et je vois tous mes prédécesseurs, tous mes grands frères que j'ai entendus, quand je n'arrive même pas à la cheville, que j'ai entendu aller le voir dans le passé, et ça n'a rien donné, je me dis, mais si moi je vais le voir, qu'est-ce que ça va donner? Alors que le règlement du problème est très simple. Si aujourd'hui le M66 est né, c'est parce qu'on a empêché les organisations au niveau de l'intérieur de pouvoir bouger, et que le M66 est né. Voilà. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais quand même, monsieur Kissi, la nouvelle équipe gouvernementale, quoi qu'on dise, elle est déjà là. Et c'est pour le pays. Vous l'acceptiez ou pas. Qu'est-ce que vous attendez de cette équipe? Nous allons le subir, tout simplement. Point. Il n'y a pas autre chose. Rien de bon. Nous allons le subir. Nous allons le subir. Vous savez, si vous voulez que je parle, moi, les quelques ministres, et moi je dis les choses, je dis les choses parce que j'ai commencé à rentrer dans la politique avant 20 ans, et je n'ai peur de rien, je n'ai même pas peur des critiques, même de ceux qui ont de l'admiration pour moi. Ce que je veux dire, je le dis toujours. J'avais l'habitude de dire qu'il y avait deux personnalités que j'appréciais un peu dans ce pays, qui ne sont pas de mon bord. J'ai parlé souvent de Ingrid Awade et de Dodi Kokoroko. Pourquoi? Pas parce que je suis d'accord avec la politique qu'ils sont en train de faire, que la manière dont ils gouvernent, les décisions qu'ils prennent, c'est ce que je vais prendre, mais ils font toujours quelque chose. Ce ne sont pas des paresseux, ce ne sont pas des médiocres. Ils font, c'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, au poste où on les met, ils font toujours quelque chose. Vous voyez, Ingrid a reconstruit la cité de Baguida, elle a reconstruit un peu la cité Caisse 2, comme vous l'appelez, etc. Je ne suis pas... Voilà, je ne suis pas d'accord parce que je considère qu'elle devait créer des logements sociaux, comme les HLM à Paris. Ce n'est pas des logements qui doivent coûter 200 millions. J'attends d'elle qu'elle construise des logements qui doivent coûter autour de 20 millions, 25 millions qui doivent être accessibles. Même 20 millions, 25 millions, vous pensez que c'est à la portée de tout le monde? Au moins, bon, peut-être 10 millions au moins. Oh, voilà. C'est difficile aujourd'hui de construire un logement. Allons-y, alors. Et monsieur Kokoroko. Je dis, ils sont toujours, en tout cas, à tous les postes où on les met, chaque fois que le jour se lève, ils sont toujours en train de faire quelque chose. Voilà, même si ce n'est pas ce que moi je pense qu'il faut faire, qu'ils sont en train de faire. Et
j'ai vu un peu Pius Agbetomé quand il était à la justice, et celui qui est parti de la justice, Nam Tougli, j'ai vu ce qu'il a fait au niveau de la justice. Vous avez vu ces derniers temps-là, où on a cloisonné la justice, on a mis des dispositions, on a mis des ordres pour que les démarcheurs de terrain, les démarcheurs judiciaires ne vont pas là-bas, etc. Mais finalement, c'est ceux-là qu'on enlève. Donc, comment voulez-vous que nous apprécions voilà un peu. Mais quand même, monsieur Kissi, pour les autres, c'est difficile. Je dis une seconde chose. Je dis une seconde chose. Dans la dernière équipe qui est passée, il faut relever, quand vous comparez les œuvres qui ont été faites sous Miziyawa et sous le ministre d'Arrêt, qui n'a fait, je crois, que 2 ans, vous voyez la différence. Bon, on place... Et le ministre d'Arrêt, le même ministre délégué, malgré le fait que le ministre sous lequel on le met est aussi compétent. Hein. Ce n'est pas que Tessier n'est pas compétent. Je l'ai connu depuis la GTA. Il est du secteur des assurances. Voilà, du secteur des assurances. Et j'ai travaillé avec des avocats, j'ai été des poulains des avocats qui ont géré le secteur des assurances. Mais la façon dont on le positionne aujourd'hui, et la façon même dont c'est nommé, c'est-à-dire que lui, on dit ministre délégué auprès du ministre de la Santé. On ne dit même pas ministre délégué auprès du ministre de tel chargé de la Santé. C'est-à-dire que quand vous voyez cette composition-là, vous dites, mais est-ce qu'il faut rester là, mettre cette liste devant soi et commencer par dialoguer dessus? C'est un non-événement, c'est-à-dire que ça va nous perdre du temps. Mais le Togo faut se consacrer à autre chose. Et le Togo se porte mieux. Ah, vous êtes sûr? Selon Robert Dussault. Vous êtes sûr avec la misère qui règne là? Le Togo où il y a des milices? Le Togo, comment le Togo va bien? Vous savez. Il a donné quand même les pourcentages, les chiffres, les statistiques. Oh, laissez ça. Quelqu'un dit, oh, laissez ça. Vous savez, l'Afrique noire est malade de ses dirigeants. Alors, c'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui a écrit le document. Et nous allons prendre quelques auditeurs qui nous écoutent et qui voudront intervenir sur le 92 02 80 63 99 110 70 90. Monsieur Senghor, bonjour. Bonjour, monsieur Senghor. Voilà. On peut te dire, vous venez de poser une question pour n'en pas trouver une solution de l'air. Ils sont fiers de ces gens, vous savez, ce que vous avez vu un président dans les saisons. Ok. Maintenant, Senghor, on vient de savoir si le président vous avez vu. Là, je disais dans le saison de la vie. C'est ça. Je vous dis, laisse là-bas. Il faut détruire la vie. Il faut tout faire.